Salut les devins, c'est Saikyo, bienvenue dans ma review de l'épisode 19 de la Big Bang Mission de l'anime Super Dragon Ball Heroes, qui vient clôturer d'ailleurs l'arc narratif de la Big Bang Mission. On est toujours dans la survie de l'univers, etc. apparemment, mais on va rentrer dans l'Ultra God Mission. Et d'ailleurs, je vous le dis direct, la preview qu'il y a eu en fin d'épisode par rapport à la suite, je vous en parlerai dans une vidéo séparée, sinon ça va faire un petit peu trop lourd, je pense, ici. Également, sachez que hier même sur ma chaîne YouTube est déjà sorti, je voulais proposer la review, ma propre review bien sûr, du chapitre numéro 79 du manga Dragon Ball Super, et que pas mal de contenu vidéo va arriver, la review de Kakumai je pense, etc. dans les jours qui suivront. Alors concernant cet épisode qui venait clôturer d'une certaine manière un arc dans Super Dragon Ball Heroes, j'avais peur lors de ma review précédente que ça soit le massacre du siècle, et je trouve que le massacre n'est pas arrivé. Malgré tout, je vais pas vous mentir, ce nouvel épisode que l'on a eu m'a laissé de marbre. Il ne m'a pas touché ni dans le bon ni dans le mauvais sens du terme. C'est pas plus mal, j'ai envie de dire, étant donné que j'avais vraiment peur du gros massacre, vu qu'il y avait très peu de temps pour clôturer les choses. Mais en même temps, c'est un épisode qui, pour ma part, sera aussi vite oublié qu'il n'a été visionné. J'ai trouvé qu'on arrivait plus ou moins à comprendre la direction vers laquelle on allait. On a essayé de nous faire comprendre ce qui arrive au petit Fyu entre l'épisode précédent et celui-ci, ce qui se passe avec l'association des Goku, le retour de Chronoa, la mise de côté d'à peu près tout le monde pour mettre en avant le Goku Capsule, et avec une fin d'arc, tout le monde est content, tout le monde est joyeux, même si on pressent que quelque chose d'autre va arriver, et ça nous est montré avec l'after credit un petit peu comme si c'était un Marvel. Ils ont misé sur du classique à quelques petits détails près, des actions de Son Goku ou autre, mais au final je pense que c'était le meilleur des choix à faire. Mais de manière plus triste, le meilleur des choix n'apporte pas non plus un excellent résultat. C'est un petit peu paradoxal, mais c'est ainsi. Du coup, pour rentrer un petit peu plus dans le détail de l'épisode, visuellement c'était un petit peu en dessous du précédent je trouve, ils ont tenté quelques choix un petit peu musicaux. J'ai beaucoup apprécié la prestation des seiyuu, en particulier de Masako Nozawa sur Son Goku. Il y a quand même pas mal d'éléments sur lesquels je me questionne, je vais pas dire que ça me fait rager parce que c'est pas bien grave, c'est un épisode promotionnel, mais bon, je me pose des questions quand même, je me dis pourquoi avoir fait tout un flanc sur l'association des deux Son Goku, si c'est pour faire en sorte que leur maxi attaque ne valent rien, on est bien d'accord, hein, ça a pas servi à grand chose. Le Xenogoku SSJ4 est totalement mis en retrait et sincèrement, à la vue de l'épisode, j'ai pas énormément compris pourquoi. Il revient en plus à la fin, il est en pleine forme, et il s'adresse à l'autre Goku en lui disant « Ah ça y est, l'arbre est foutu », en mode « Ouais, je me suis collé à toi pour la fusion du Ki, mais quand j'ai vu que ça a pas marché, j'ai vite retaille, donc bon, pourquoi ne pas l'avoir aidé jusqu'au bout? Ça aurait été bien de mener la symbolique de l'association des Goku jusqu'à son terme. » Le Vegeta qui a été mis de côté réapparaît comme par magie à la fin. Il en est de même pour l'autre Vegeta. J'aurais espéré plus de traitement pour l'oiseau Toki Toki qui avait été enlevé par Fyu, mais lui aussi il repop comme ça et est libéré. J'aurais bien, pourquoi pas, apprécié qu'une seconde aile, au lieu qu'elle soit de Dogi Dogi, eh bien ça soit une aile de Toki Toki qui pousse en Fyu pour mixer les deux pouvoirs. On comprend également que Fyu, même s'il est défoncé à la fin, il est intéressé par ce pouvoir qui réside dans l'univers fictif et tout ce que Son Goku a pu lui démontrer, donc on pressent que Fyu va revenir à la charge. En parlant de Fyu, je n'ai pas réellement apprécié cette forme enfantine. Pourquoi faire cela? Il y a sûrement un but, il y a sûrement un objectif, et j'espère que ce n'est pas seulement de plaire au public jeune pour qu'il puisse s'identifier ou je sais pas quoi, parce que ça fait quand même au moins 10 piges que Goten et Trunks sont pas mis en avant. Si c'est pour nous mettre un petit gosse qu'on connaît presque pas dans Super Dragon Ball Heroes en avant, franchement il y a deux logiques qui se contredisent, et ils ont pas appliqué la bonne au bon endroit. Je pense qu'il aurait été vraiment favorable de garder le Fyu précédent, en termes de design, peut-être le faire évoluer, avec un design encore plus dark, comme lorsque Mechikabura, qui avait été pété par Trunks et SSJ God, avait évolué au final, il avait une putain de forme assez classe quand même. Et là, on peut pas dire que ça soit le cas pour Fyu. Alors c'est pas sa forme finale, il va sûrement grandir à nouveau, je ne sais quoi, mais j'aimais bien sa forme précédente en mode roi des démons. Je trouve qu'on l'a pas assez exploité. Je trouve qu'en matière de puissance, elle était très impressionnante et de capacité peut-être même démoniaque magique. Il faisait des trucs sur l'arbre de l'univers et tout qui étaient assez impressionnants. Là, sans blague, ce Fyu, j'ai presque l'impression qu'il a inventé le power-up qui enlève des pouvoirs. C'est bizarre quand même. J'ai l'impression qu'il est moins intéressant, peut-être moins intelligent, peut-être moins puissant lorsqu'il a fusionné avec Dogi Dogi et qui est devenu plus jeune. Le concept du labyrinthe du temps qui a été exposé en épisode précédent n'est pas développé ici et on peut comprendre pourquoi manque de temps, mais c'est un concept à propos duquel j'aimerais en savoir beaucoup plus. L'intervention de Chronoa est plutôt intéressante parce qu'elle a permis aux deux Goku de power-up, même si derrière leur attaque au final c'était du flambi, ça servait à rien. Et surtout, Chronoa était plutôt intéressante pour venir commenter. Elle a eu un petit peu le rôle de Piccolo ou de Whis dans Dragon Ball Super qui aide le spectateur à comprendre des scènes. Et elle avait ce rôle-là, c'était pas plus mal, c'était plutôt intéressant. J'aurais aimé la voir être valorisée plus, forcément,
Ça n'a pas été le cas pour mettre l'emphase sur Goku, Fuel, le combat final au sommet et tout ce qu'on veut. Et justement, en parlant de celui-ci, des choix ont été faits. Des choix encore une fois classiques. L'opposition des codes couleurs avec un espèce de mauve rose plutôt dark pour Fuel qui symbolique donc le mal. Le blue pour Son Goku, on sait que ton animation aime bien ces oppositions de couleurs très franches et très marquées pour que l'on comprenne du premier coup d'œil, et également une utilisation des pouvoirs et une opposition de pouvoirs relativement similaires, mais à quelques détails près, par exemple le fait que Fuel va assimiler la puissance d'un univers, cet univers fictif là, il pense l'avoir absorbé jusqu'à la moindre goutte, mais Son Goku va lui prouver le contraire en lui aussi s'appropriant l'énergie de cet univers là. Alors j'ai vu pas mal de monde me dire que Goku aurait fait la même chose que face à C13 qui avait absorbé le Genki Dama. Alors oui, ça ressemble, mais de là à dire que c'est exactement la même chose, je ne trouve pas. Face à C13, c'était un Genki Dama, c'était l'énergie provenant de la Terre. Là, c'est toute forme d'énergie, pas que du Genki. Donc il peut y avoir du Ki, du Genki et bien d'autres formes de Ki, et bien d'autres formes d'énergie mélangées, mais qui ne proviennent pas que d'une planète, mais de tout un univers fictif. Donc il me semble que ce que vient de faire Goku ici est bien plus prodigieux que le Genki Dama, et c'est une absorption d'une toute autre nature, de diverses énergies. Même s'il est vrai, sur le papier ça y ressemble beaucoup, et derrière on n'a pas eu non plus un espèce de Goku qui a un regard presque maléfique ou je sais pas quoi comme c'était face à C13. Là on a un Goku qui me fait beaucoup penser à du SSJ Blue Evolution, on va pas se le cacher, avec des contrastes peut-être un petit peu plus prononcés, le contour des yeux, ce genre de choses. Bon, c'est du SSJ Blue Evolution, bis d'une certaine manière. En tout cas en matière d'apparence, Goku qui va contrôler extrêmement vite cette puissance de l'univers, ni Fuel ni Goku ne va réellement comprendre pourquoi, et les deux vont le dire, Fuel va s'étonner de la situation, Goku va dire, eh bien il semble bien en rigolant que je contrôle ce pouvoir, donc voilà, tu te poses pas trop de questions, tu débranches le cerveau, tu regardes et tu te tais, c'est un petit peu ça la thématique de l'épisode. L'attaque finale sera un Kamehameha, alors oui certes c'est très représentatif de Goku, mais on vient quand même d'avoir le double Kamehameha avec le Goku SSJ4 qui était déjà assez classe. Pourquoi avoir remis un Kamehameha ici? C'était le moment d'improviser, de montrer une nouvelle forme d'attaque, un espèce de coup spécial unique en fait, vis-à-vis de l'absorption de cet univers-là, avec une symbolique, peut-être voir les énergies, les âmes se matérialisant au moment où il lance l'attaque, parce qu'il n'aurait pas aimé être manipulé par Fuel. Bref, je pense que des choix de réalisation, il y en avait beaucoup plus que le Maxi Kamehameha, mais bon, comme je l'ai dit au début de la vidéo, ils ont choisi de faire du classique, et c'était peut-être pas plus mal. Donc sur le papier, ce qui se passe dans l'épisode est plutôt impressionnant, hein. On a une association de deux Son Goku, là on se croirait dans du Marvel et du multivers et tout ça, c'est quand même assez ouf. On a des interventions démoniaques, Kaioshin du temps d'ailleurs, l'absorption de l'énergie de l'univers façon absorption de Genki Dama, évolution donc du SSJ Blue de Son Goku vis-à-vis de ses nouveaux pouvoirs, Kamehameha maximal, scène de joie et de contemplation de fin d'arc, avec d'ailleurs le personnage de Ahatsu qui aura su m'étonner car pour le moment, il n'aura pas retourné sa veste, c'est le cas de le dire, il en porte une belle. Mais bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, voir un Ahatsu à la fin de l'épisode qui est tout souriant, en mode oui c'est bon, on a vaincu, l'univers est sauvé, alors qu'il y a 2-3 épisodes en arrière, il faisait comprendre à Cell de la jouer profil bas pour plus tard se révéler. Je pense qu'il faudra quand même se méfier de lui. Je ne sais pas s'il dit la vérité à propos de Kamba et de Broly qui seraient partis se battre ailleurs, mais bon là c'est un peu comme Freezer au tournoi du pouvoir qui était bien obligé de s'associer à Goku, ses 17 et j'en passe. Là, Ahatsu, malgré tout, pour ses propres intérêts, qu'ils soient positifs ou négatifs, il fallait s'opposer à Fuel, c'est bien logique. Mais bon, je compte sur ce personnage de Ahatsu pour faire partie des ennemis prochains de Super Dragon Ball Heroes, ça ne m'étonnerait absolument pas. Donc voilà, au niveau du scénario, tout est bien qui finit bien, rien à signaler, passez votre chemin. Ce qui est le plus intéressant, le plus croustillant, j'ai envie de dire, c'est l'ouverture avec tous ces personnages, nouveaux personnages en mode Kaioshin, les nouveaux personnages masqués, dont celui qui s'apparente à Bardock. On a quelques éléments et pistes par rapport à ces derniers dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo. J'espère que celle du jour, en tout cas, vous a plu. N'hésitez pas à me partager en zone commentaire quels sont vos avis, vos réactions, à la fois par rapport à ce que j'ai pu dire, mais surtout par rapport à l'épisode. Pensez à mettre un maximum de pouces bleus pour m'aider sur YouTube, merci vraiment pour tout. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.